Les historiens modernes et leurs étudiants croient donc souvent à tort que le titre Dominion fait référence à la domination de l'homme. Ce n'est certainement pas le cas. Les habitants d'origine faisaient plutôt référence au Dominion d'Aslia, le Pantocrator, dieu de l'humanité. Et avec sa chute, le Dominion a pris fin, mais n'est pas mort. Loin à l'est du Sang Royaume, au-delà des montagnes de Clostrine et des terres désertiques qui les bordent, s'étendent les terres de l'Ancien Dominion. Autrefois, les légions de l'Ancien Dominion s'étendaient sur tout le continent et étaient suffisamment puissantes pour menacer même les races les plus anciennes et les contraindre à l'acquiescement, ou du moins à un semblant d'acquiescement. Après les vallées et les plaines fertiles des Heartlands se trouvent les vallées fluviales sur lesquelles Capitas, la plus grande ville de l'humanité jamais construite, a été fondée. Et c'est ici, parmi les ruines de la plus sacrée des cités humaines, que les restes d'Aslia sont tombés. Blessé à mort, mais immortel et poussé à une rage démesurée par la trahison de ses sujets, Aslia fut poussé au-delà des limites du désespoir et de la rage. Dans son orgueil, il chercha à mettre fin au Old Dominion, mais fut déjoué par le sacrifice d'un autre membre du Panthéon, Ninua, la mère. Brisé et poussé au bord de la folie, Aslia tendit la main vers n'importe quelle puissance capable de répondre à son besoin désespéré de se venger et de punir sa trahison, et l'une d'entre elles lui répondit. La mort, la troisième âme incarnée de la destruction, avait été mise hors de portée de tout être, vivant ou mort, mais Aslia se tenait maintenant au seuil des deux et pouvait entendre son appel. Ployant toute sa puissance divine, Aslia parvint à se frayer un chemin dans la prison de la mort, qui tomba. Ce qui s'est passé dans ce royaume abandonné dépasse la compréhension des mortels et des immortels, mais de la fusion impie de ces deux éléments primordiaux polaires, un amalgame impie est né, la non-mort. Animé mais non vivant, conscient mais sans âme, un nouveau paradigme primordial était né. Son cri de rage infusa aux milliers de morts de Capitas et des Old Dominion une fraction de son essence, leur conférant une effroyable non-vie. Le lien spirituel que les défunts entretenaient avec Aslia rendait ce transfert non seulement possible, mais remarquablement facile. En fait, ce cri de naissance était si puissant et incontrôlable qu'Aslia y déversa une trop grande partie de son essence, devenant à peine plus qu'une simple directive qui vivait dans chacune de ses créations mortes vivantes, tuer les vivants. Il n'existe pratiquement aucune trace de la boucherie qui a suivi, en dehors des voûtes les plus secrètes de l'ordre de l'Aube cendrée. Le peu de connaissances que l'on a de cette période est ancré dans les sombres mythes et légendes des Russes, les derniers à avoir fui le Old Dominion et à avoir traversé la chaîne Clostrine pour retrouver la liberté. Eux seuls, parmi tous les restes de l'humanité, ont été forcés de faire face à l'horreur sans entrave de la rage et du désespoir d'Aslia, et leurs mythes, légendes et perspectives culturelles en sont le reflet. Grâce au sacrifice désintéressé de la dernière légion et de Cléon, dernier dieu du triumvirat, la horde d'Aslia fut vaincue, mais une puissance primordiale aussi ancienne et vaste qu'un cavalier, même corrompu, ne peut être vaincue, seulement contenue. C'est ainsi que le pouvoir d'Aslia et sa volonté furent coupés. Ce que la Légion a fait de sa volonté reste le secret le mieux gardé de l'humanité, mais son pouvoir s'est déchaîné pendant des siècles au cœur du Old Dominion. Au centre de Capitas se trouve une gigantesque fosse d'où jaillit un phare d'une hauteur de plusieurs kilomètres, un puissant rayon de feu sombre qui projette autant d'ombre que de lumière, enveloppant la ville entière d'une lueur infernale d'ombre dansante. C'est l'essence libre et sans entrave d'Aslia, dieu déchu de l'humanité. C'est une corruption comme il n'y en a jamais eu avant elle, et elle chante son chant de sirène depuis des siècles, attirant les fous, les brisés, les désespérés, et les assoiffés de pouvoir comme des papillons de nuit à une flamme. Au fil des siècles, des centaines, voire des milliers de mortels ont répondu à l'appel. Seule une poignée d'entre eux a survécu, et ce sont les Wint, le prophète, le seigneur de guerre, l'orateur, le voyant, le hurleur, le gardien, le marqué, le chuchoteur et le brisé. Le premier murmure de leur nom commence à se faire entendre sur les terres de l'homme, un murmure qui se transformera bientôt en tempête. Bienvenue. Aujourd'hui, je vous présente le livre d'armée du Old Dominion. J'espère que vous avez aimé la petite intro. Moi, je me suis éclaté à la faire. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse, les petits retours, pour que je puisse m'orienter dans ce qui vous plaît, pardon. Donc aujourd'hui, je vous présente le livre d'armée, plutôt destiné à nouveaux joueurs ou ceux qui veulent se lancer dans l'armée, qui connaissent pas trop les mécaniques. Mais voilà. Euh, on va partir sur les mécaniques de l'armée, les règles d'armée et les présentations de chaque régiment et de chaque personnage. C'est parti. Alors, déjà, on commence avec les règles d'armée. Règles d'armée. Première règle, animer de vaisselle.
Donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne, déjà, c'est pour toutes les unités mort-vivantes. Donc ça touche toute l'armée, sauf 2 régiments. On a 2 régiments de vivants dans l'armée, on verra ça après. Donc animé de vaisselle qui impacte toute l'armée quasiment, et ça donne terrifiant 1. Donc le terrifiant 1, et l'absence d'inspiration. Donc vous ne pouvez pas vous inspirer. Le petit truc, c'est que vous pouvez quand même vous inspirer en charge. Donc si vous chargez, vous êtes automatiquement inspiré, et ça, vous le gardez. Par contre, une fois au corps à corps, vous ne pouvez plus faire l'action de vous inspirer. Et on nous dit, le plus important, c'est qu'on n'a pas de morale. Donc l'absence de morale qui va faire que l'armée est très résistante. Le moral qui est un bon tiers de tous les points, les PV reçus, et du coup, bah, vous allez ignorer ça tout simplement. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit que l'armée peut être brisée, donc les régiments peuvent être brisés quand même, et que les régiments ne peuvent pas prendre la caractéristique de résolution du personnage. Qui, pour moi, je pense qu'ils ont mis ça pour éviter que les vivants prennent la caractéristique des morts. Ensuite, nous avons la mémoire. Donc ça c'est une mécanique de l'armée qui fait que tous vos régiments de morts-vivants, ils vont avoir une mémoire d'antan. Donc quelque chose qui se rappelle de leur vie passée. Et ça va leur apporter des bonus. Par contre, il va falloir faire une action. Il va falloir dépenser une des 2 actions pour se rappeler. Et ça va débloquer des petits bonus. Chaque unité a des bonus différents. Donc chaque unité fait son action de mémoire et gagne les bonus différents. Ensuite, on a l'exaltation. Et là, c'est la partie mécanique de l'armée. En gros, dès que vous avez un régiment qui a cette règle animée de vaisselle qui meurt, elle va générer un marqueur de pouvoir. Ce marqueur de pouvoir, vous allez les cumuler. À force que ça meurt, vous allez les cumuler petit à petit. Et à chaque fois que vous allez passer un seuil, ça va vous débloquer des bonus pour l'armée. Donc il y a le tiers 1, ça c'est le tiers on commence au tiers 1, donc il n'y a pas de bonus. Ensuite on va arriver tiers 2, tiers 3 et tiers 4. Et à chaque palier, on va débloquer des bonus. Et ces bonus, ils sont là. Donc vous allez jouer sur 2 piles. Il existe 2 piles. La pile de sombre pouvoir et la pile de Panthéon déchu. Celle-là, le Panthéon déchu, est réservée uniquement à la Fallen Divinity. C'est sa pile à elle. Ça la concerne que elle. Et l'autre pile, ça concerne toute l'armée. Vous avez ici le petit tableau de marqueurs. Donc vous voyez que pour le tiers 2, il va vous falloir 9 tokens. Pour le tiers 3, il va vous en falloir 18. Et pour le tiers 4, il va vous en falloir 23. Une fois que vous avez vos 9 tokens, vous débloquez le tiers 2. Et au tiers 2, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que la mémoire, au lieu d'être une action, elle est considérée comme une action et un événement de tirage. Donc, grosso modo, vous allez activer votre régiment et vous allez avoir les bonus en événement de tirage. Ce qui fait que c'est gratuit. Et vous gardez vos 2 actions pour faire autre chose. Mais vous ne pouvez plus faire l'action de mémoire. Elle est en événement de tirage, point barre. Au tiers 3, cette action, cette mémoire, elle va être un événement de tirage. Donc vous allez pouvoir bénéficier gratuitement de votre bonus. Et ensuite, vous avez le droit de faire l'action de mémoire. Ce qui fait que vous pouvez cumuler 2 fois le bonus de votre mémoire. Et en plus, toute l'armée est considérée comme inspirée. Donc ça fait que le petit malus qu'on avait en début de partie, en contrequart, et du coup on est tout le temps inspiré. Et ensuite, le tiers 4, qui lui est accessible que aux auxiliarques et aux stratégos, c'est leur particularité, c'est le fait de pouvoir atteindre le tiers 4. Et eux, ce qu'ils font, c'est que tous les tests de résolution de votre adversaire, s'ils font des 6, ils prendront 2 blessures au lieu d'une. Voilà. La pile du Panthéon déchu, on y reviendra après quand on fera la Fallen, ça sera plus simple. Ensuite, on a le Blasphemous Soma. Donc, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous dit que à chaque tour, on gagne un marqueur gratuit. Donc, au tour 1, hop, on a un marqueur automatiquement. Au tour 2, hop, un deuxième, et ainsi de suite. Tous les tours, on en a un gratuit. Et après, c'est à nous débrouiller. Les capacités de suprématie, qu'est-ce que c'est? Donc chaque personnage a une capacité de suprématie qui pourra activer
au début du tour en annonçant à son adversaire. Et ça va débloquer des petits bonus en fonction de si vous prenez un Xiliarque, un Stratégo, une Archimandrite ou une Falaise Divinity. Et ça, on va aller voir ça un peu plus tard quand je vais détailler les personnages. Et justement, on y va. Et c'est parti, le Xiliarque. Le Xiliarque. Alors, le bourrin de la faction, c'est un perso qui tape fort. Il est là pour ça. Donc, qu'est-ce qu'il a, le Xiliarque? Clash 3, 6 attaques, 5 PV, 2 en défense, 1 en évasion. Ses règles spéciales. Donc, animé de vaisselle, normal. Il a cleave 1 et fleurie. Donc déjà, il va pouvoir relancer tous ses jets pour toucher. Et tout ça à -1 à la défense. On nous dit qu'il a régénération 1, ça c'est bien en duel. Il a 5 PV en plus. Donc ça peut aider. On nous dit aussi qu'un Xiliarque qui peut avoir 2 trésors dans la pile. Et il pourra avoir aussi une bénédiction, soit une tactique, soit un combat. Dans son bataillon, qu'est-ce qu'il peut prendre? Donc les bases, il a accès aux centaures, aux légionnaires et aux prétoriens. Et dans les restreints, il a les Athanatoi et les Vareg. Sa suprématie, donc on y va. Donc sa suprématie, donc on a dit tout à l'heure qu'il peut atteindre le tier 4. Donc toute l'armée a accès au tier 4. Donc ça, c'est une suprématie passive. Qu'il soit là, qu'il soit pas là, c'est tout le temps actif. Et une fois dans la bataille, en début de tour, en annonçant à votre adversaire, vous annoncez « J'annonce ma suprématie » et la suprématie du Xiliarque fait que tout ce qui est dans sa warband, donc dans son bataillon, tout ce qu'il aura choisi, auront accès à un clash gratuit supplémentaire. Donc en gros, ils pourront faire 2 actions de ce que vous voulez, plus un clash gratuit. Donc ça permet soit de faire une marche, une charge et un clash, ou soit une charge et 2 clashs. Vous faites une action de marche, une autre action de charge et votre action de clash gratuite, ou alors vous faites votre action de charge, votre action de clash et la deuxième action de clash gratuite. Donc vous allez pouvoir taper 2 fois, ou charger très loin, donc très fort. Voilà pour le Xiliarque. Le Stratégo. Donc, le Stratégo, également le tier 4. Le Stratégo, il a accès au tier 4. Et lui, sa capacité à annoncer, ça va être que il va considérer toute son armée comme étant au tiers supérieur. Donc, si vous êtes tier 2, ben, vous allez considérer tout le monde au tier 3. Ou si vous êtes tier 3, tout le monde au tier 4. Donc c'est une suprématie qu'il faut éviter de faire au tier 4. Parce que bah, du coup, vous n'allez pas bénéficier de la moitié de la suprématie. Et l'autre côté, c'est que toute l'armée pourra faire une action de reformation gratuite. Donc en gros, toute l'armée va être fluide formation. Et en plus, va être un tiers supérieur. Donc moi, je considère, ouais, faites-le tier 2. Tier 2, c'est bien sympa au tier 2. Tier 3 aussi, bon après, c'est trop tard. Donc lui, qu'est-ce qu'il a? Donc pareil, c'est un corps à corps un peu moins bourrin que le Xiliarque. Il a Clash 3, 5 attaques, 5 PV, défense 2 par contre, et un évasion. Il a animé de vaisselle, il a un bouclier, et il a sa petite règle qui donne, ça va donner flanc à son régiment. Voilà, donc flanc, ça va vous permettre de le faire rentrer, ou de garder en réserve, ou de faire rentrer automatiquement l'unité, en dehors de ce que vous faites rentrer à côté. Il a la règle régénération, tous les personnages morts-vivants ont la règle régénération, et il peut avoir 2 trésors et une bénédiction comme le Xiliarque. Dans son bataillon, il a accès aux Athanatoi en base, lui par contre, aux centaures, aux légionnaires, et en restreint, il aura les cataphractoi et les prétoriens. Donc, cataphractoi, ouais, c'est bon. De toute façon, je vais couper. Le Stratégo monté.
Comme son copain, c'est la même suprématie, donc accès au tier 4, et le fait d'activer sa suprématie, de monter d'un tiers et de faire les reformations gratuites. Par contre, lui, il a des règles différentes. Donc, il va avoir animé de vaisselle, brutal impact 2 et impact 2 parce que c'est un cavalier. Il a le bouclier comme son copain, il a la régénération comme son copain. Il va pouvoir prendre 2 trésors, pareil, et une bénédiction, tout pareil. Et on nous dit que c'est un général monté, donc lui, il va pouvoir prendre 2 régiments de cataphractoï dans sa warband. En base, il a les Athanatoi, les légionnaires, les centaures et du coup les cataphractoï. Et en restreint, il aura les prétoriens. Clairement, lui, on va le prendre pour les cataphractoï. Généralement, on prend 2 packs de cataphractoï et puis c'est tout avec lui. Moi. Après, vous pouvez prendre aussi autre chose, hein, mais principalement, il est là pour ses cataphractoï. Et il va booster ses cataphractoï, il va faire en sorte que ce soit bien. Le hérodéacon. Donc lui, personnage qui n'a pas de suprématie. Donc un hérodéacon ne peut pas être votre seigneur de guerre. Donc c'est la petite particularité du hérodéacon, c'est qu'il ne peut pas être seigneur de guerre. C'est juste un perso. Mais vous allez voir que c'est un perso très important pour la faction. Pourquoi ? Parce que il a un événement de tirage qui permet de sacrifier à 12 pas de lui un régiment avec la règle animé de vaisselle. Donc en fait, il prend le régiment et pouf, poubelle, vous le mettez au cimetière. Et du coup, ça vous génère un token. Et du coup, vous générez un token. Et en plus, il a un sort qui fait que si vous passez le sort, vous générez un 2e point de token. Donc clairement, c'est un générateur de points. Tous les tours, vous allez sacrifier un stand et vous allez prier pour faire un 2e point, plus votre point que vous avez tous les tours. Donc clairement, ça vous fait 3 points par tour de sombre pouvoir. De pouvoir, pour la mettre dans votre pile de sombre pouvoir. Donc du coup, clairement, pas un combattant. Clash 1, 3 attaques, 4 PV, défense 1, évasion 2. Donc, faut pas le mettre au corps à corps. On va plutôt le jouer fond de table pour qu'il fasse ses prières et qu'il fasse son travail de générateur. Il a la règle animée de vaisselle, il est dévot, et il est prêtre 6. Donc tous ces sorts, vous les lancez avec 6 dés. Dévot, ça veut dire que tous les sorts que vous faites sur son régiment ou sur lui, vous considérez un échec comme une réussite, ce qui est pratique. La régénération 1, bon ça c'est anecdotique. L'événement de tirage, donc je vous ai expliqué, donc tout ce qui est à 12, vous le prenez, vous le sacrifiez, et puis voilà. Et par contre, vous pouvez faire qu'un seul événement de tirage. Ça se fait qu'une seule fois. C'est-à-dire que si vous prenez 2 hérodéacon, vous ne pouvez pas faire 2 fois sacrifice. Vous pouvez le faire qu'une seule fois par tour. Donc voilà. Et il ne peut pas être le seigneur de guerre. En option, il peut avoir un trésor et une sombre bénédiction dans les arcaniques. Il n'a pas accès au combat ni aux tactiques. En base, il a les centaures qui encaissent, donc les centaures qui tirent, des cultistes, les fameux vivants, des légionnaires, et en restreint, des bucéphaloïdes, les hachachines, 2e vivant, Kénéphore, cariatide. Dans ses sorts, il va avoir, du coup, la petite prière pour générer un point. Il a un petit sort de blast, qui est pas trop mal, qui fait que toutes les réussites, vous allez réussir vous prenez vos réussites, et en plus de ça, vous rajoutez autant de hits de ce que vous êtes comme tiers. Donc si vous êtes tiers 2, vous rajoutez 2 hits. Ça peut être pas mal couplé à un objet. Moi j'adore le coupler à la mitre, qui fait que il prend des niveaux de prêtre, donc à chaque fois qu'il monte en tiers, il va prendre un niveau de prêtre en plus son sort qui donne des réussites en plus avec le tiers. Donc ça fait un cumul qui fait que ça peut vite faire beaucoup de dés à votre adversaire. Ensuite, il a un sort qui donne béni. Il donne béni à toutes les brutes. Et le 4e qui fait que vos unités de hachachine
et de cultistes, quand ils vont mourir, vont générer un point. Voilà. Donc eux, comme ils sont pas animés de vaisselle, quand ils meurent, ils ne génèrent pas de token. Si vous leur faites ce petit sort dessus, quand ils meurent, ils génèrent. Bon, clairement, ça va être situationnel et on va pas beaucoup l'utiliser celui-là. L'archimandrite. Donc lui, l'archimandrite. Sa suprématie. La suprématie de l'archimandrite, elle va vous donner accès à un double sort. Donc c'est un sorcier qui pourra faire 2 sorts par tour quand il est chef. Donc sous suprématie, c'est une suprématie qui dure tout le temps, qui n'a pas besoin d'être activée. Tant qu'il est là, vous avez vos 2 sorts, et vous allez pouvoir lancer 2 sorts par tour. Donc c'est pas très chiant à se retenir, c'est pas très dur à mettre en place, on la retient très facilement, on l'oublie pas, parce que les 2 sorts, on ne les oublie jamais. Et voilà. Et deuxième partie de sa suprématie, une fois par partie, vous activez votre suprématie, et là, vous allez pouvoir relancer tous les jets ratés de vos lancements de sorts. Donc en gros, vous allez passer vos 2 sorts. Donc tout ce que vous ratez au sort, hop, vous le relancez, et ça peut faire mal. Donc lui, pareil, il a un sort de blast. Son sort de blast sous suprématie, ça peut être sympa. En sort, il a un sort de soin, qui fait qu'il va soigner un point de vie plus un X qui est égal au niveau de tiers. Donc tiers 1, tiers 2, tiers 3, ça va vous donner le nombre de X. Il a un deuxième sort, donc ce que je viens de dire, un petit blast, qui va faire toutes les réussites avec pénétration d'armure 1. Et il va avoir un autre sort, non, 2 autres sorts, pardon. Un sort où il va donner l'aura de mort. Donc il va pouvoir booster les auras de mort, donner aura de mort à des régiments, jusqu'à un maximum de 12. On ne pourra pas dépasser aura de mort 12 avec. Et le dernier sort, ça va être un sort où il va vous changer de tiers. Vous êtes tiers 2, hop, vous passez le sort sur ce régiment, le régiment est considéré comme tiers 3, et ainsi de suite. Et s'il est déjà au taquet de ce qui peut être en tiers, il va donner la règle fleurie, et par contre, en contrepartie, il aura un petit décret 2. Voilà. Donc, lui, il a une volée 1, bon, clairement, on s'en sert pas. Clash 1, 3 attaques, 4 PV, défense 1, évasion 2, donc tout pareil, hein, pas un grand champion de corps à corps. Animé de vaisselle, normal. Il est dévot aussi, comme son copain. Et lui, il est prêtre 7. Il a une régénération, pareil, qui est anecdotique. Il peut avoir jusqu'à 2 sombres bénédictions, et il peut avoir un trésor. Donc lui, il peut avoir 2 bénédictions dans les arcaniques, et un trésor. Il pourra pas porter d'armure, les sorciers ne peuvent pas porter d'armure. En base, il va avoir les cultistes, les kéresses et les légionnaires, et en restreint, les golems, les moroi, les prétoriens et le profane. Mais le profane, il n'est pas encore là, donc il n'est pas sorti, donc on va pas en parler non plus. Et on arrive à la phalène. La phalène, particulier. Donc elle, en gros, elle va utiliser sa pile propre, donc le panthéon déchu. Et elle, en fait, elle a plusieurs profils. Elle a 3 profils. Donc, elle a un profil tiers 1, un profil tiers 2 et un profil tiers droit. Et du coup, vous l'avez compris, au lieu de monter l'armée, on va la monter elle. Donc quand on la sort, elle est tiers 1. Plus on cumule de points, et du coup, on débloque le tiers 2 et elle prend son profil tiers 2. Et quand elle aura au tiers 3, elle prendra son profil tiers 3. Donc le but, c'est de vite la monter tiers 3 parce qu'elle est très vulnérable au tiers 1 par exemple. Donc on voit que tiers 1, elle a mouvement 4, volet 2, on s'en fout, clash 2, 8 attaques, 12 PV, défense 2, évasion 3. Elle a la règle animée de vaisselle, elle est bénie, cleave 1, à la flanque, et Front of Dark Power, elle est Hardened 1 et 4 impacts. Vous voyez qu'elle est plutôt fragile, elle est blessée, mais bon, ouais, c'est plutôt fragile. Ensuite, tiers 2, elle va passer à mouvement 6, clash 3, déjà plus intéressant, 10 attaques, 14 PV, et là elle va inverser. Elle va avoir 3 en def et 2 en évasion. Et par contre, elle gagne des tiers, des bonus.
Elle garde animé de vaisselle, elle va garder le béni, elle monte son cleave de 1, donc elle passe cleave 2, flank, elle est toujours flank, ça change pas. Elle monte à RDNet 2, elle monte impact 5, elle gagne terrifiant 2 et instoppable. Et ensuite, au tier 3, elle va faire mouvement 8, clash 4, 12 attaques, 16 PV, 4 en def et 1 en évasion. Chaque fois, elle prend un point de son évasion pour se le mettre en défense. Et elle gagne encore des règles. Donc tout ça, c'est pareil. Brutal Impact 3, Cleave 3, ça change pas. Ardennet 2, ça change pas. Impact 5, ça change pas. Elle passe Terrifiant 3, Tenace et Instoppable. Donc vous voyez que tier 3, déjà, elle passe à Défense 4, Béni, Ardennet 2, Tenace. Donc ça commence à être un peu dur à la tomber. Le Front of Dark Power, en gros, elle nous dit que son aura, en gros, il faut imaginer qu'elle a une aura autour d'elle, une aura de 10, et tout ce qui meurt dans cette aura, les points sont pour elle. Vous ne pourrez pas jouer sur les deux piles. Souvent, des fois, on peut jouer sur les deux piles de Sombre Pouvoir et de Panthéon, mais tout ce qui meurt à 10, c'est automatiquement pour elle. Elle aspire tous les morts qui sont autour d'elle. On nous dit aussi que ce régiment, qu'elle est considérée comme un régiment et qu'elle est léger, mais que c'est un lourd. Donc c'est un lourd considéré comme un léger pour léger de renfort. Donc en gros, elle va rentrer automatiquement au tour 3, même si elle est flank, et même si elle est lourde, parce qu'elle est considérée comme un léger au jet de renfort. Ça évite de la garder au chaud jusqu'à ce qu'elle passe tier 3. Donc, tour 3, on est obligé de la sortir. On peut pas en avoir plus d'une. Elle est obligatoirement notre seigneur de guerre. Elle peut avoir aucun trésor, mais par contre, elle peut sélectionner 3 bénédictions. Mais là, on va voir aussi que les bénédictions, elles sont pas, il y en a pas beaucoup qu'elle peut utiliser. Donc, on va en utiliser une, voire 2 maximum. Et elle peut, sélectionner dans son bataillon 2 régiments. Donc, parmi des Bucéphaloïdes, des Kérek, les Kénéphores ou les Cariatides. On n'est pas obligé de prendre quoi que ce soit avec elle. On peut juste la jouer sans bataillon. Ça, c'est pas une obligation. On voit que son tiers... On voit les tiers 2, tiers 3 qui sont là. Donc elle, quand elle va passer tiers 2, elle va prendre son profil tiers 2, plus elle va se soigner de 4 blessures. Ça, c'est sa base. Donc elle prend le profil tiers bleu et elle se soigne de 4 blessures. Et en plus, sa sphère où elle aspire tout passe à 14. Et elle va donner des bonus à 10 autour d'elle. Donc elle va donner plus une attaque à la caractéristique d'attaque de vos régiments. Donc en gros, vous avez des régiments qui sont à 10. Tout ce qui est à 10 va être plus une attaque. Ça, c'est le tier 2. Quand vous allez passer au tier 3, elle va prendre les caractéristiques de tier 3 qu'on vient de voir. En plus de ça, elle va se soigner de 6 blessures. Donc elle se re-soigne de 6 blessures. Donc en plus, on a vu qu'elle monte. Donc en gros, elle monte de PV, elle augmente ses PV, on garde les mêmes blessures qu'elle a, donc elle se soigne déjà de 2, parce qu'elle monte de 2 PV à chaque fois, donc automatiquement, comme on garde les jetons de blessure, ça nous soigne déjà de 2, et on se soigne de 6, donc clairement on soigne de 8. Et par contre là, on va avoir des petits malus. Tout ce qui se trouve dans un rayon de 10, donc on a vu qu'on gagnait une attaque tout à l'heure, là on va gagner 2 attaques, on va gagner Dauntless, qui fait qu'on va être inspiré, mais par contre, quand le régiment a fini son activation, elle va nous infliger 4 blessures. Et ça, faut pas l'oublier. On a toujours tendance à se dire, bon ça passe, on prend les bonus et les malus, on n'a pas envie de les prendre, mais il faut les prendre. Donc ça veut dire que quand elle est tier 3, il faut un peu la jouer solo.
faut pas trop l'exposer. Ou alors, peut-être aller sacrifier 2-3 pétuilles pour bénéficier de 2 attaques et faire un gros volume d'attaque pour 4 blessures. Voilà. Et on nous dit que la phalène, quand elle est détruite, en gros, toute la pile du Panthéon, elle est renversée dans la pile de son bon pouvoir. Donc si vous avez joué que sur la pile, que vous êtes tier 1, et ici vous êtes tier 3, si elle meurt, hop, pouf, vous passez tier 3 automatiquement sur tout le reste de l'armée. Voilà. Hop, on revient, la phalène. Donc voilà pour la phalène. Donc la phalène, c'est assez particulier, c'est quand même un jeu à part. C'est un jeu qui demande, je trouve, plus de doigté, si je peux dire ça. C'est plus fin comme jeu. Il faut faire attention. La phalène, on fait souvent des erreurs. Moi le premier. Donc, ouais, plutôt destiné à des joueurs un peu plus expérimentés. Sinon, c'est un apprentissage un peu plus dans la douleur avec la phalène. Et l'erreur est souvent fatale. Par contre, si vous arrivez à la mettre tier 3, c'est quand même une grosse brute de corps à corps au tier 3, quoi. Donc voilà. Les améliorations de personnages. Donc, on a vu que tous les personnages pouvaient récupérer des trésors et des bénédictions. Donc là, on va nous voir un peu les trésors du Hall Dominion. Donc en trésor, on a des bannières. On a le Sanctifié de l'Abaron pour 40 points qui va nous permettre de sélectionner un restreint sans avoir besoin de prendre une base. C'est-à-dire que dans Conquest, vous avez toujours besoin de prendre un régiment de base pour débloquer un régiment de restreint. Avec cette bannière, vous pouvez sélectionner un restreint gratuitement, sans prendre la base. Donc, ça coûte 40 points quand même. Ça peut être pas mal, c'est cher. Voilà. Ensuite, Célestine Bonheur. Donc elle, qu'est-ce qu'elle fait elle fait que le stand de personnage et le régiment auquel il est rattaché compte toujours comme étant inspiré. Donc, en gros, vous êtes inspiré dès le tour, dès tier 1. Donc vous allez avoir cette bannière, vous êtes tout le temps inspiré. Donc ça peut être valable quand vous jouez la phalène. Parce qu'on a vu que la phalène, elle va absorber tous les points, et du coup, vos régiments à côté, eux, ils vont pas pouvoir contrecarrer les malus de l'armée. Donc ça peut être une façon de contrecarrer les malus, donc en étant inspiré. Vexilia of the Off. Donc le régiment auquel le stand de personnage est rattaché gagne la règle spéciale flank. Donc la Vexilia, vous l'avez, vous la mettez et hop, vous avez flank sur votre régiment. Ce qui peut vous permettre de rentrer des unités facilement. On a tendance souvent à le mettre sur des lourds quand on veut avoir un régiment avec le Ziliark par exemple. Le Ziliark dans un régiment de lourds avec cette bannière et vous mettez un deuxième lourd dans l'armée, ça vous permet de rentrer 2 lourds au tier 3. Donc ça peut être pas mal. La Légio qui fait que vous êtes au tiers supérieur. Donc vous allez arriver avec cette bannière. Votre régiment qui porte la bannière est considéré comme tout le temps au tiers supérieur. Le Sémience de Légion, 20 points, et ça donne la règle intouchable, très intéressante. Clairement, j'utilise tout le temps, c'est celle-là très souvent, et ensuite plus situationnelle. Mais les deux là, très très souvent utilisés. Dans les armures, on a la cuirasse of Shadow Azir. Pardon pour les prononciations, parce que c'est la cuirasse, on va dire, ça va être plus simple. Donc le régiment auquel ce stand de personnage est rattaché ajoute plus 1 à sa caractéristique d'évasion, jusqu'à un maximum de 3. C'est 30 points. Clairement, je l'utilise jamais, alors peut-être qu'il y en a qui l'utilisent, dites-moi-le si vous voyez un intérêt. Je vois pas forcément un intérêt à ça. Je peux me tromper, mais je l'utilise très rarement. Aventine Armor, clairement beaucoup plus utilisé. Donc ça va vous donner Tenace 1, clairement très très utile. L'armure du Saint Vivant, ouais, ça doit être ça. Ce qui va vous donner Béni et Quicksilver Strike. Ça peut être pas mal si on a des points.
Impérial Apollon pour 15 points. euh, qui va faire que le stand de personnage compte comme 2 stands de plus de même classe au regard de la capture des concessions des objectifs. Donc, en gros, vous allez mettre ça et votre stand de personnage, il va compter pour 2 stands de plus. Donc ça fera 3 stands. Vous posez votre personnage sur un objectif, il y a déjà 3 stands de posés, plus son régiment. C'est pas trop mal. Pour 15 points, ça peut faire la différence. Dans les armes, un Axtegma. Un Axtegma uniquement auxiliarque ou stratégo, qui va faire que chaque fois que un régiment ennemi rate un jet de défense contre un stand de personnage avec cette amélioration de personnage, la blessure infligée compte pour 2 au regard des tests de morale. Ouais, c'est cher pour moi. Skofnung, que j'utilise beaucoup plus souvent déjà. Donc ça, avec les cataphractoïs, c'est très utile, c'est vraiment sympa. Donc ça donne ligne breaker à tout le régiment, et au personnage, ça lui donne cleave plus 1. Donc ligne breaker, vous ignorez les bastillons, les boucliers, donc c'est pas mal ça. Et la Calamitas, je crois qu'il y en a encore une après. Calamitas, 20 points, elle va donner plus 1 d'attaque, donc plus une attaque, et cleave plus 1. C'est pas mal, c'est vraiment bien, moi j'aime bien la mettre. Et ouais, c'est ça, il y avait une derrière. Et Ulteria, qui est pour 10 points, qui est vraiment bien aussi pour 10 points, elle est vraiment bien. Si vous avez 10 points à mettre, une petite Ulteria, ça passe nickel. Le stand de personnage ajoute plus 1 à sa caractéristique de clash, donc clash plus 1, ça c'est cool. Et le stand de personnage participe à un duel, gagne la règle spéciale parade, contre-attaque et cleave plus 1. Donc ça vous fait un bon perso de duel, et puis vous avez un petit plus 1 en clash en permanence qui est bien. Voilà pour les armes. On passe aux arcaniques qui vont être réservés aux sorciers, donc à l'archimandrite et au hiérodéacon, pardon. Donc ils ont le sacrement qui est très bien, très très bien pour l'archimandrite, que je mets quasiment à chaque fois. En gros, tous les régiments de son bataillon vont être considérés à portée de sort. Donc vous avez une portée illimitée sur la table. Vous pouvez faire vos sorts à l'autre bout de la table, mais uniquement sur son bataillon. Mais très très bien. L'archimandrite, c'est un sorcier de soutien, clairement. Hein. Il a 3 sorts de soutien pour un sort de blast. Et franchement, pour moi, c'est quasiment incontournable avec lui. La mitre, que j'aime beaucoup avec le hiérodéacon, donc on en a parlé tout à l'heure, ça donne prêtre X, et X est égal au niveau de tiers. Donc vous êtes tiers 3, ça vous donne prêtre, plus 3. Rapim Cook, donc hiérodéacon uniquement, et ça augmente la portée de l'événement de tirage qu'il a. Donc au lieu de passer de 12, il passe à 18 de portée pour sacrifier. Voilà. Situationnel, 10 points, bon pourquoi pas si vous voulez mettre 10 points en plus sur un sorcier, mais bon, il y a largement autre chose à mettre avant ça. Pour moi en tout cas. Donc les sombres bénédictions, il en existe 3. Les tactiques, les combats et les arcaniques. Les tactiques, on a Cantarque. Cantarque, 40 points, qui va nous mettre inspiré dans une bulle de 8 autour du porteur, uniquement une fois que la pile de sombre pouvoir, et pas la pile de Panthéon, passe au tiers 2. Votre pile de sombre pouvoir passe tiers 2. Tout ce qui a 8 de cet objet passe inspiré. L'aura. L'aura de malice, qui est utilisée souvent sur la phalène, mais pas que. 40 points, qui donne dread au régiment qui le porte, donc on va pas pouvoir s'inspirer contre eux. Et la phalène, en plus de bénéficier de dread, elle le donne à 8 pas autour d'elle, à tous les régiments amis de 6 stands ou moins. Voilà. Éternelle discipline, 30 points, super utile, ça donne intouchable, donc la relance des 6 à la défense. Long lignage, grosso modo, si votre héros
peut porter que un trésor ou 2 trésors et que vous en voulez 3 ou plus, ou que vous voulez que des trésors, que les bénédictions ne vous intéressent pas, vous prenez cette bénédiction, ça va coûter 15 points, et vous pouvez prendre un trésor en plus. Donc en gros, ça vous donne un trésor supplémentaire auquel vous n'avez pas accès pour 15 points en plus du coût du trésor. Le trésor ne coûte pas 15 points, ça va coûter 15 points de plus. Mais ça peut être utile. L'écho, parce que le nom imprononçable. L'écho, qu'est-ce que ça va faire? Donc en gros, quand vous allez participer à un duel, quand vous allez lancer un duel, si le personnage ennemi refuse le duel, le régiment dans lequel il va devoir relancer ses tests de morale réussis. Et de plus, le régiment où se trouve le personnage, il gagne la règle fleurie contre les régiments brisés. Donc si en plus le régiment il est brisé, ou quand vous allez aller au corps à corps avec un régiment brisé, eh ben, vous allez avoir fleuri. Voilà. Gladiator, pas mal, uniquement sur l'exiliarque et les stratégos. Ça va donner fleury, parade et deadly blade. Donc, plutôt pas mal. Explose Wackness. Oula, celui-là il est dur à prononcer aussi, désolé. Durant une action de duel, le stand de personnages ennemis ne peuvent pas ignorer ou réduire le nombre de touches subies provenant de ce stand de personnage. Oh, ok, ouais. Donc en gros, ça va contrer Tenace. Ouais, c'est ça. Bon, moi je le découvre un peu en même temps, mais tellement qu'il n'est pas utilisé, je l'utilise jamais clairement. 20 points. Pour ignorer ou réduire le nombre de touches. Ouais, en gros, ça va... Ouais, c'est ça. En fait, les règles qui permettent d'ignorer les touches, bah en fait, ça va ignorer ça. Donc, moi, je vois que tenace. Ouais, bon, bref. Ça coûte cher. Non, je vois pas l'utilité de ce truc. Peut-être qu'il y en a. Dites-moi, je suis curieux. Mais je pense pas. Implacable, 20 points, très très bien aussi, implacable. Donc ce stand de personnage peut réaliser l'action suivante, briseur de ligne, donc c'est une action de combat, on nous précise bien, et briseur de ligne, briser leur ligne, va nous donner ligne breaker. Donc ça va nous donner, on va ignorer les boucliers et les bastillons. Donc très très intéressant. Overkill, 10 points, et en gros, chaque fois que ce stand de personnage inflige des blessures à un stand de personnage ennemi lors d'un duel, le régiment ennemi qui l'accompagne doit réaliser un nombre de tests de morale égal au nombre de blessures subies par le personnage. Donc en gros, c'est un objet de duel. Quand vous lancez un duel, vous allez taper, vous allez blesser, le personnage va devoir faire des tests de morale, et c'est tout. Sauf que là, avec cet objet, le régiment dans lequel il va devoir aussi faire des tests de morale en plus. Donc vous faites des blessures au perso, après vous faites des blessures au moral sur le perso et des blessures au moral sur le régiment. Pour 10 points, c'est pas mal. Les arcaniques. Donc les arcaniques, on a la mastery, 40 points. Alors c'est un peu cher, mais ça peut être pratique quand on n'a pas d'archimandrite seigneur de guerre et qu'on veut absolument avoir 2 sorts. Grosso modo, vous avez cette bénédiction. Quand vous faites un sort, si vous faites votre sort avec 4 succès, vous avez droit de lancer un deuxième sort. Bon. Shamefort, imprononçable aussi. Donc grosso modo, ça vous donne l'événement de tirage du héros d'Eakon. Donc pour 35 points, vous pouvez transformer votre archimandrite en mini héros d'Eakon pour faire l'événement de tirage. C'est si vraiment vous voulez l'archimandrite et que vous pouvez pas avoir les points de vous mettre un petit héros, vous pouvez mettre ça et ça vous fait l'événement de tirage pour générer des tokens. Victicum, pardon. 20 points, le héros d'Eakon uniquement. Et en gros, quand ce stand de personnage Hero Jack détruit complètement un régiment ennemi à cause de son événement de tirage, vous allez générer un point supplémentaire. Donc vous allez sacrifier un légionnaire, un stand de légionnaire qui est à côté, vous le sacrifiez,
avec votre événement de tirage, hop, ça vous fait un point, vous sacrifiez un deuxième stand, ça vous fait un point, et puis il reste plus qu'un stand, s'il est à portée, vous le sacrifiez, et au lieu de vous faire qu'un seul point en le sacrifiant à l'ennemi, vous faites 2 points. Voilà, ça vous fait un point. Donc, c'est si vous reste un légionnaire pas trop loin, qu'il reste qu'un seul stand, vous savez qu'il allait mourir bientôt, au lieu de le laisser à l'adversaire, ça va vous générer qu'un seul point, vous faites ça, ça vous génère 2 points. C'est assez situationnel pour moi, mais ça peut être pratique. Le dévot, par contre, le dévot, très 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 bien. 15 points, et vous avez la relance des 6 sur vos sorts. Donc, tous les 6 à la touche, tous les 6, vous les relancez. Que ce soit un sort de blast ou un sort de soutien, ça marche aussi. Voilà pour les bénédictions. On va passer aux sorts. Donc du coup, les sorts, on les a déjà plus ou moins vus avec le Hiérodéacon et l'Archimandrite. On a vu que le Hiérodéacon, il avait le petit générateur de tokens, il avait le petit sort de blast qui inflige X touches, donc ça va être le nombre de réussites, plus un X qui est égal au tiers de votre pile de sombre pouvoir. Pareil, ce sort, si vous jouez un Hiérodéacon avec une phalène, ça sera la pile de sombre pouvoir, les additions. Hein. Donc, si vous avez une phalène tier 3 et que vous lancez le sort, vous lancez pas le sort avec 3 dés additionnels. Vous lancez le sort avec 3 dés, avec les dés correspondant au sombre pouvoir. Vous avez la bénédiction of the Black Sun, donc ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ça va bénir les brutes, et le petit dévotion sur les Hashashin et les cultistes, qui fait que à chaque fois qu'un stand de ce régiment est détruit, on ajoute un marqueur dans n'importe quel des 2 piles. Donc situationnel. L'archimandrite, on vient de le voir aussi, les 4 sorts, on va pas tous les refaire. Les sorts des Kéres. Alors les Kéres, on va les voir tout à l'heure, mais très bon. Insanity, très bon sort. Ça va infliger 2 touches par succès, et il va falloir que votre adversaire fasse des tests de résolution sur la résolution la plus basse non modifiée. Donc en fait, il va faire des tests de morale sur la valeur la plus basse qu'il a dans son régiment. Peu importe les bonus. Et ça, c'est pas mal. Et puis là, Drain de vie, je crois Drain de vie, où ça va être le régiment va avoir -1 à la def. Voilà. Les Moroi aussi pareil. Et ça, c'est des sorts, les Kéres et les Moroi, c'est des sorts gratuits. Ils ont une action de sort gratuit, tous les deux. Donc ça, c'est cool. Donc les Moroi, très bonne unité aussi. Donc ils vont avoir Translocation. Donc ça, ils se lancent à eux-mêmes. Et si ça passe, automatiquement, ils peuvent faire une marche de 8 gratuite. Et cette marche, elle a toutes les règles de marche normales. Et sauf qu'ils vont pouvoir traverser absolument tout. Ils vont pouvoir se désengager, traverser un régiment, traverser un infranchissable. À partir du moment où ils peuvent se poser à la fin du mouvement, ils peuvent tout traverser. Et ils peuvent le faire en avant, en arrière, sur les côtés. Voilà, ils peuvent faire comme ils veulent. Mais dans les règles de marche. C'est-à-dire que dans les règles de marche, on ne peut pas faire une marche de côté, puis ensuite une marche en arrière, faire une diagonale, non. C'est pas possible. Ils ont pareil, sur une marche, ils doivent faire des roues. Ils n'ont pas fluide formation, ils se mettent pas comme ils veulent. Donc c'est une marche avec les règles de marche. Donc 8, ils doivent faire une roue, s'ils ont besoin de faire une roue. Par contre, ce qui n'est pas comme la marche, c'est que le mouvement en arrière et les mouvements latéraux sont à pleine capacité. Donc ils font vraiment des mouvements de 8 latéralement ou à reculons. Voilà. Mais sinon, c'est toutes les règles de marche. Et ils ont l'immolation qui vont... en gros, ils vont se monter leur aura de mort. Donc chaque réussite montera de 1 point leur aura de mort. Donc 2 points, parce qu'il faut passer 2... Il faut en passer 2. Mais ils sont dévots, donc voilà. Allez, c'est parti pour les régiments. Les régiments, on va commencer avec les vivants. Donc les 2 régiments de vivants qu'on a dans l'armée, les cultistes et les Hashashin. Les cultistes.
Mouvement 6, volet 2, clash 1, 4 attaques, 4 PV, réseau 3 du coup, défense 1, Eva 1. Bon, c'est de la chips. Ce qu'ils ont pour eux, ils ont loose formation, qui fait qu'on va diviser les tirs par 2 pour eux. Ça, c'est pas trop mal. À distance, ils vont être un peu résistants, mais bon, défense 1, quoi. Ils ont barrage 4, à une portée de 12. Donc, plutôt... Bon, c'est cool. Ça reste une petite unité de tireur, vraiment pas cher. Ils ont un acolyte. Donc, l'acolyte, ça leur permet de, quand le régiment est détruit, de prendre un marqueur de pouvoir. Donc, vous prenez un marqueur de pouvoir, mais il faut détruire le régiment. Donc, c'est pas à chaque stand du régiment, c'est que le régiment. Sinon, il faut faire le sort du héros des Hakon. Clairement, moi, je les aime bien. Je les aime bien en chaussons pour le héros des Hakon, parce qu'ils sont légers. C'est une classe légère qui arrive tour 1, du coup, avec le héros des Hakon direct qui commence à prier dès tour 1. Moi, je trouve pas ça déconnant. Puis en plus, ça tire, ça peut venir sous... Clairement, moi, je les joue début de partie, début de game, ils sont fond de table. Et selon l'avancée de la game, petit à petit, je les avance en soutien pour faire des tirs. Et moi, dans mon héros des Hakon, j'aime bien mettre la mitre. Et donc, du coup, ça fait un gros soutien de tir avec un héros des Hakon qui fait de la mitre en fin de game. Parce qu'il peut, une fois qu'on est tier 3, ou tier 4, on n'a plus besoin de prier. Donc, son sort, il passe en sulfateuse, là. Avec les 12 tirs, les 13 tirs du régiment, parce qu'il y a un leader dedans. Donc, c'est pas déconnant, ça fait un petit régiment sympa pour accueillir le héros des Hakon. Les Hashashin. Hashashin m'a déjà beaucoup plus partagé. Pour moi, je trouve que c'est la seule unité actuellement de l'armée où je n'arrive pas à trouver d'utilité. Voilà, à part peut-être dans une liste Fallen, mais encore, je sais pas. Je sais pas, pour 180 points, je trouve qu'il y a... il y a beaucoup mieux, quoi. C'est du restreint en plus. Donc voilà, donc ils ont un acolyte aussi. Mouvement 6, Clash 2, ils ont 7 attaques, donc beaucoup d'attaques, ça sature. Réseau 3, ils ont Évasion 2, bon, ça tank un peu plus. Vanguard, Deadly Blade. Ok, et Cleave 1. Bon. Après, c'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu, mais c'est juste que je trouve qu'il y a mieux, quoi. Je sais pas. J'arrive pas. J'arrive pas à les utiliser. Pareil, s'il y en a qui y arrivent, dites-moi, je suis curieux. Voilà. Après, on va rentrer dans les morts. Maintenant. Donc, les légers, les 2 légers morts-vivants qu'on a, donc les Keres et les Moroi. De très bonnes unités pour moi. Keres, mouvement 6, volet 2, clash 1, 4 attaques, 4 PV, Eva 2. Animé de vaisselle, barrage 3 à 12, surshot, dévo, prêtre 1 par stand, jusqu'à un maximum de prêtre 12, et loose formation. Ils ont leur memory qui leur donne plus 1 au prêtre par stand, jusqu'à un maximum de 12. On peut pas mettre de personnages dedans. Et ils ont une action gratuite de sort. Clairement, c'est bien. C'est une super unité. Les jouer par 4, c'est top. Vous faites mémoire plus mémoire. Ils sont prêtre 12, vous envoyez 12 dés. L'insanity, c'est sur du 3, je crois. Sur du 3, ça vous fait 6 réussites. On a toutes les réussites en moyenne en stats. Les réussites, vous doublez, parce que c'est le sort qui double, donc ça fait 12 touches sur la réseau la plus basse. Ça peut vite être infâme pour votre adversaire. Surtout en fin de game, moi j'aime bien. Mid-game, fin de game, ils peuvent être très violents en soutien. Voilà, on a tendance à vouloir les envoyer rapidement, mais ils ont leur deuxième sort qui donne moins 1 en def, ça peut être bien. Si vous les envoyez sur les mauvaises cibles, que c'est des cibles avec des grosses réseaux où vous pouvez faire le moins 1 en armure, si vous avez quelque chose en soutien derrière pour les taper, il faut pas hésiter. Ça reste plus situationnel le deuxième sort, mais vraiment très très bon régiment. Ça bouge à 6, ça tire. Vous avez un sort gratuit qui tire à 14. Donc en gros, vous allez pouvoir bouger, tirer, ou viser, tirer, sort. Donc non, c'est pas mal. Ça va envoyer 9 tirs à 12, avec surshot.
Ouais, voilà, non, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Ça fait 9 tirs. Bon, c'est de la volée 2, mais bon, vous pouvez viser, ça va. Ça fait 9 tirs à 2, voilà, voilà. Plus le sort, donc ça tire à 12, plus le mouvement 18. Donc en gros, vous allez bouger, tirer à 18, et le sort à 14 derrière. Donc non, c'est une super unité de soutien, vraiment top. Et sympa à jouer en plus. Et les Moroi, ben pareil, hein. C'est top, hein, c'est super, hein. Ils ont pareil que eux, ils ont l'action gratuite, l'action de sort gratuite. Ils sont prêtre 1 par stand, tout pareil. Eux, ils vont rester que prêtre 1. Non, non, même pas, en fait, je dis conneries. Ils ont même la mémoire aussi où ils sont prêtre 1 par stand en plus. Donc, en fait, ils sont prêtre 3 de base. Plus quand ils sont en mémoire, bah, ils vont monter. Et eux, leur sort, ben, c'est la translocation. Donc, en fait, ils ont un mouvement de 8. Donc, pareil, ça traverse la table. Vous voyez, c'est un mouvement 6. Double marche, vous faites 12, plus le sort 20, vous rentrez tour 1, vous êtes à 20. Quoi, vous avez traversé la moitié de la table quasiment tour 1. Donc faire attention, on a tendance à vouloir les envoyer loin parce qu'ils peuvent, mais on attend le tiers 2. Au tiers 2, ils sont quand même bien meilleurs, ils sont cleave 1, ils envoient 18 attaques, cleave 1, c'est pas mal quoi. Et ils ont leur aura qui est pas mal, aura de mort 5, plus le deuxième sort qui leur monte l'aura. Si on n'a pas besoin de faire la marche de 8, ben on peut monter leur aura, et puis voilà, hein. Quoi, les Moroi actuellement, elles sont très très méta, vraiment super super unité. Ensuite, l'unité de base, bah, le légionnaire, quoi. Légionnaire, super unité, 100 points, c'est pas cher. Mouvement 5, clash 2, 4 attaques, 4 PV, défense 1. C'est un petit bouclier, donc ça va être souvent défense 2. Ça a support 2, mine de rien, ça peut être sympa. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Ils ont la marche forcée, donc eux, les bannières, en général, ça donne plus 1. Bah non, eux, ils donnent plus 2 à la marche, au lieu du plus 1 de la deuxième marche. Donc ça va faire qu'ils vont rentrer à 12, si je dis pas de bêtises, ouais, 10 plus de 12, c'est ça. Je sais encore compter, merci. Et leur mémoire va leur donner plus 2 à leur stand de commandement. Donc le plus 2, ils sont considérés comme plus de stand au stand de commandement. Donc vous allez avoir un régiment de 3 légionnaires. Vous posez 3 légionnaires sur un objectif, et ben, c'est comme s'il y avait 5 stands. Ça peut vite contester des objets assez facilement. C'est embêtant. Et en plus, c'est du sacrifiable. Clairement, on va les envoyer pour se sacrifier. Ils peuvent accueillir un cercueil pour 20 points. Ils peuvent accueillir un profane pour 25 points. Donc, clairement, on ne mettra jamais le profane dans du légionnaire. Et un optio pour 15 points. L'optio est vraiment pas mal comme option. Ça va vous donner quoi? Vanguard, je crois. Vanguard 4 maintenant, parce que ça a changé. Du coup, vous allez avoir plus 4 à votre première marche. Donc en fait, vous allez faire 9 de mouvement, puis après 5. Ça les rend un peu plus mobiles. Moi, j'aime bien aussi mettre un petit cercueil quand il y a des objectifs pas très loin. Ça peut être utile pour monter vite la pile. Le cercueil, ça vous donne... à la fin du tour, si vous contrôlez une zone avec un régiment qui a un cercueil sur cette zone, ça vous donne 2 points de sombre pouvoir. Enfin, 2 points de token que vous mettez où vous voulez après. Donc ça peut être très utile. Moi j'aime bien les utiliser comme chaussons soit aux prêtres, donc au hérodéacon ou archimandrite, et après en petit régiment. J'aime bien faire des petits régiments de 3 et les envoyer au casse-pipe. Faire le maximum de dégâts qu'ils peuvent, emmerder le maximum possible avant de se faire détruire pour monter la pile de son beau pouvoir. Toujours à portée d'un hérodéacon pour sacrifier si jamais. Alors les prétoriens 160 points, très bonne unité aussi également. Mouvement 5, clash 2, 5 attaques, 5 PV, défense 2, évasion 1. Mais vous verrez qu'on peut vite les monter fort en défense. Donc animé de vaisselle, c'est des morts vivants. Ils ont le bouclier, donc défense 3 de face. Ensuite, ils ont la mémoire qui donne Bastillon plus 1. Donc vous allez pouvoir faire mémoire et avoir plus 1 encore à la défense, donc défense 4. Et au tiers 3, vous allez pouvoir faire événement de tirage mémoire, plus action mémoire, défense 5, qui peut être pas mal. Donc ça peut vite être casse-pied avec un personnage dedans qui leur donne tenace et la relance des 6, ça peut vite 5 PV, c'est dur à tomber. C'est un régiment un peu tanky, ouais, c'est clairement le régiment tanky. Chausson à gros personnage, vous mettez un Xiliarque dedans ou un prétorien, ça fait mal quoi. Il peut avoir un étendard pour 10 points,
Ça, c'est une coquille du livre de règles. Ouais, je pense que c'est une coquille, ça y est plus, ça doit être... c'est un vieux truc. Le cercueil, donc pour 25 points, et un profane pour avoir Aura de mort 4. Clairement, ça, moi, soit je mets pas, je mets que l'étendard, ou alors je peux mettre le cercueil. Si c'est pas déconnant de mettre un cercueil dedans, vu que c'est tanky, vous mettez soit un préto, plutôt un préto, mettez un prétorien dedans qui vont les booster avec tenace, la relance des 6 et tout et tout. Vous allez vous poser sur un objectif avec ça, avec 5 stands, 6 stands avec le bonhomme. Et puis vous tenez l'objectif, quoi. Et puis vous générez 2 points de token, quoi. Ça, c'est pas déconnant. Voilà pour les prétoriens. Atanatoy, 170 points, très bonne unité pour moi, je les aime beaucoup. Mouvement 6, Clash 3, 6 attaques, 4 PV, défense 2, évasion 1. Animé de vaisselle, ils ont fleuri de base et ils ont tenace 1, qui est vraiment cool. Parce que du coup, ils sont un peu plus tanky et quoi. Tanky, défense 2, évasion, c'est un grand mot, mais ils sont deux, ça les rend un peu plus sympas à jouer. En plus, ils ont 6 attaques, donc ça va faire beaucoup d'attaques, ça va faire beaucoup d'attaques. Fleury, Clash 4 en charge. Clairement, votre adversaire va pas apprécier se faire charger avec ça. Ça va saturer à mort. Leur mémoire, ça leur donne parade. Donc en plus, ils sont... Parade, c'est pas indispensable, c'est bonus, mais c'est pas indispensable. Donc ça fait que même avec une phalène, ça peut être un régiment intéressant parce il n'est pas dépendant de sa mémoire. C'est pas un régiment qui est dépendant de sa mémoire, donc intéressant. Le porte-étendard qui est gratuit, donc on prend, et ça peut accueillir un cercueil pour 25 points. Bon, on va clairement pas leur mettre de cercueil avec eux. Eux, on va mettre 170 points avec l'étendard et on va les jouer comme ça. Voilà, moi, j'aime bien les jouer en petites unités, des petits régiments de 3 sympas. Vous pouvez essayer d'en faire un chausson à Préto, pas à Préto, à Stratego. Pardon, ça peut se tenter. Moi, je le fais pas. Je préfère les avoir en régiment libre qui font leur vie et qui menacent des flancs. Mais très bonne unité, très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Les Vareg. Les Vareg, c'est une unité forte, très forte du jeu, clairement. Du jeu aussi. Hein. Et de l'armée, surtout. L'armée. Donc 200 points, ça coûte. 210 avec l'étendard. Qu'on va mettre, hein, clairement. Ça peut mettre un cercueil, mais ils sont pas là pour aller tenir des zones, hein, donc on va pas le mettre. Mouvement 5, Clash 3 de base, 4 attaques, 5 PV, défense 3, évasion 1, Cleave 2, Ardened 1. Et leur mémoire, elles vont mettre Cleave plus 1 et Line Breaker. Et là, ça va piquer. Parce que clairement, au tier 2, vous avez une unité qui passe Cleave 3 à Line Breaker, Ardened 1, ça tape fort. Ça tape très fort. Et une fois enlisé au corps à corps, vous pouvez, tier 3, vous pouvez refaire un mémoire, parce que c'est plus 1. Donc en gros, vous avez Cleave 2 de base, mémoire Cleave 3, et si vous êtes enlisé au corps à corps, quand vous activez événement de tirage plus 1, mémoire plus 1, et vous passez Cleave 4. Ça peut faire mal, ouais, voilà. Et Line Breaker en plus, donc... c'est le genre de choses voilà, c'est le genre d'unités qui sont un peu fortes dans le jeu, mais super unité. Clairement, moi j'adore les jouer en doublette, en 2x3 avec l'Auxiliarque. On peut le jouer en gros chausson aussi, parce que c'est assez tanky. Mais moi je préfère les jouer en 2x3, avec un Auxiliarque dans du prétorien au chaud, et 2 unités devant elle qui menacent un peu à droite à gauche, je trouve ça cool. Et ça fait mal. Donc très bonne unité. Les cariatides, pareil, super unité, 200 points, mouvement 6, volet 3, clash 2, volet 2, pardon, volet 2, clash 2, 4 attaques, 5 PV, défense 3, et voilà. Animé de vaisselle, barrage 3, portée de 20, armor piercing 2. Donc du coup, ça fait mal, hein, ça fait mal. Bon, ça a que 3, mais on va voir qu'ils ont barrage plus 1 et fluide formation en mémoire. Donc en mémoire, vous tier 2, vous avez votre mémoire directe, donc vous pouvez viser. Ça tire à 20, donc tier 2, vous avez 4 tirs par statut. Volet 3, si vous bougez pas et que vous visez, ça peut vite faire des trous. Et on nous dit que c'est Divine Shard, donc ça c'est assez récent. Ça veut dire que quand ça meurt, si vous jouez une Fallen, quand ça meurt,
Ça donne 2 points, ça donne 2 points à la pile. Mais clairement, on n'a pas envie qu'elle meure, même quand on joue une phalène. Donc, bon, si ça meurt rapidement, bah, c'est bonus. Sinon, ça sert à rien. Mais voilà, super unité de tir. Ça tire loin. Ça tire à mort piercing 2, donc ça fait des jolis trous. Et puis ça peut faire barrage 4, barrage 5 même, au tiers 3, mais que voler 2. Et puis si vous êtes à mi-portée au tiers 3, vous pouvez même monter à barrage 6 du coup. 3, 4, 5, 6, ouais c'est ça. À barrage 6 à mi-portée, donc ça vous fait mi-portée barrage 4, mémoire en événement de tirage barrage 5, et remémoire en action. Mais par contre c'est 6 tirs, mais que voler 2, parce que vous pourrez pas viser. Et il faut aligner un peu les planètes, mais bon, ça reste possible. Kennefor. Kennefor, 210 points. Deuxième unité de statut qu'on a, c'est des brutes qui sont un peu tanky. Ça tape et c'est tanky. Mouvement 6, clash 3, 5 attaques, 5 PV, défense 3, évasion 2. Animé de vaisselle, comme tout le monde. Elles sont bénies, par contre. Elles ont cleave 1 de base, Hardened 1 de base, et impact 2 leur mémoire. Elles vont avoir Farley Strike, qui va nous donner tous les 1, quand vous allez taper, tous les 1 ignorent la défense. C'est plutôt pas mal. Surtout que ça envoie pas mal de dés. C'est 15 dés, clash 4 en charge, il va y avoir des 1. Cleave 1. Donc ouais, non, c'est pas mal, c'est béni, avec une def correcte. C'est Hardened 1, donc non, c'est plutôt tanky, ça tape plutôt fort, non, c'est plutôt cool. Moi, je les aime bien. Je les aime de plus en plus, d'ailleurs. Petite unité de lourde, statut, très bien, pour 210 points, avec la phalène, avec le Hierodéacon, ça fait des petits trous. Encore une brute, les bucéphaloïdes. Bon, les bucéphalums, c'est les vachettes, ça c'est mon coup de cœur. Je crois que c'est mon unité préférée de la faction, je les adore. Autant physiquement que de stats. Voilà, j'aime bien ces vachettes, je sais pas pourquoi. Bon, ça s'explique pas. Mouvement 6, clash 3, 4 attaques, 6 PEV, défense 3, évasion 2, animé de vaisselle, brutal impact 1, cleave 3, dévo, impact 3. Et tenace. Instoppable. Et en événement de tirage, en mémoire, pardon, ils ont brutal impact plus 1. Donc ils passeront brutal impact 2. Donc pas spécialement beaucoup dépendant aussi de leur mémoire. Le brutal impact, c'est anecdotique, ils ont impact 3. Bon, clash 3, ça va faire quand même, hein, c'est pas mal. Hein. On le prend, hein. Mais si on l'a pas, c'est pas non plus super grave. Donc non, ça fait des trous, hein, clairement. C'est une unité à 220 points, ça a 18 PV, c'est 12 attaques, clash 3, 18 PV, cleave 3, voilà. Ça fait des trous. Ça a une bonne défense, et au pire, ça a une bonne évasion, donc même si il y a du cleave en face, il y aura toujours l'évasion, quoi qu'il arrive, et c'est tenace, donc mine de rien, ça tient bien. Les vachettes, elles sont très tanky, mine de rien. Et elles tapent très fort. Voilà pour les vachettes. Moi, je les adore. Clairement, j'ai du mal à jouer sans. Donc voilà. Centaure Prodomoi. Alors les centaures. Centaure, c'est un peu plus partagé, les avis. Les Prodomoi, ce sont les centaures de corps à corps. Ça coûte 150 points. Ça a mouvement 8, donc ça bouge beaucoup. Clash 2, 4 attaques, 4 PV, défense 2 et 1 en évasion. Ça a cleave 1 et ça a un bouclier. Donc ça passe à défense 3, animé de vaisselle parce qu'ils sont morts vivants. Et leur mémoire, c'est brutal impact 1 et impact plus 2. Donc du coup, ils passent à 2 impacts, brutal impact 1. Donc c'est pas non plus impactant, ça a clash 2, ça. La mémoire est anecdotique, mais je les aime bien. Ils sont un peu boudés. Mais moi je les aime bien, ces petits centaures, ils sont cool. Moi je les utilise, je les joue pas encore, mais je compte les utiliser comme du légionnaire, donc comme de l'unité un peu sacrifiée. Je les vois un peu comme ça, moi. Je les vois un peu comme des unités, des légionnaires plus. Voilà. Je paye 50 points pour avoir des légionnaires mouvement 8, cleave 1. C'est un peu ça, je me dis, ça fait... quand je prends un Xiliarque,
Je me mets une petite unité de centaure que je garde un peu pas très loin là, et que si dans les premiers tours il y a des tireurs qui me cassent un peu trop les pieds, bah je peux peut-être aller les chercher avec. Sinon je les garde au chaud, et sous la suprématie du Xiliarque, ça peut faire des blagues je trouve, hein. Ça fait 12 attaques, 12 attaques, cleave 1, avec une très grosse portée. Ça peut aller chercher des trucs très loin. Voilà, je les prends, voilà, je les prends vraiment comme ça, comme du... Pour moi, c'est des légionnaires plus plus, voilà. Je paye 50 points pour avoir de la portée et le cleave 1. C'est cher, mais voilà, en milieu fun, ça peut être cool. Moi, j'aime bien, je les aime bien. Faut vraiment que je les teste. Faut que je les monte. J'ai 2 boîtes, il faut que je les monte. Les bonnes golems, pardon. J'avais passé les bonnes golems. Les bonnes golems. Alors, unité de brute lourde. 210 points. Mouvement 6. Clash 2, 4 attaques, 6 PV. Défense 3. Pas d'évasion. Ils ont, pareil, ils ont Aura de mort 5. Cleave 2. Hardened 1. Impact 2. Relentless Blow. Et Instoppable. Et ils ont en mémoire une aura de mort plus 3, donc ils passent à aura de mort 8 quand ils sont au tiers 2. C'est une bonne unité. Clairement, ils ont des bonnes stats et tout ça. Moi, je les joue pas. Je les joue pas, mais ce n'est que mon avis, c'est parce que j'aime pas les figues. Clairement, je sais que je suis quelqu'un qui... Il faut que j'aime les figues pour les jouer. Et si j'aime pas les figues, j'ai beaucoup de mal à les jouer. Donc je sais pas, il faudrait que je les teste un jour, parce qu'ils sont bien, hein, ils sont vraiment très bien. C'est tanky, ça tape, ça a une bonne aura. Non, non, c'est une super bonne unité, mais c'est une unité de restreint avec l'archimandrite. Et clairement, avec l'archimandrite, bah, je préfère les Moroi, quoi. C'est moins cher et c'est plus embêtant. Ce n'est que mon avis. Et puis même quand je joue qu'un pack de Moroi, bah, j'aime bien prendre mes prétoriens avec mon... Moi, j'aime bien jouer l'archimandrite avec des prétoriens. Et, euh, et du coup, j'ai du mal à intégrer les golems avec. Donc voilà, mais c'est une bonne unité. Clairement, très très bonne unité qui peut vraiment enliser des unités adverses, qui peut faire mal, qui peut tanker, et voilà. Si vous les aimez, vous gênez pas, hein, c'est très très bien. Les centaures Kérikès. Les Kérikès, donc c'est les deuxièmes centaures, c'est les centaures qui tirent. Donc ils sont débloquables avec la phalène et avec le Hiérodéacon. Donc ça coûte 180 points, ça a mouvement 8, volet 2, 4 attaques 4 PV, 3 de défense, évasion 1. Ils ont animé de vaisselle, barrage 3, A16, armor piercing 1, deadly shot. Et en mémoire, ils prennent le surshot. Pour moi, qui est anecdotique, mais qui peut être pas mal. Moi, je les trouve cool. Deadly shot, armor piercing 1, 16 de portée, mouvement 8. Bah, clairement, ça peut être cool. Moi, je les vois bien dans une liste Fallen où, à contrario, ils coûtent moins cher que des cariatides, mais les cariatides avec une Fallen, je vais pas les avoir à plein potentiel. Elles sont dépendantes de leur mémoire. Là, je paye 20 points de moins. La mémoire, je m'en fous un peu. J'ai barrage 3, un peu moins de portée. J'ai un peu moins d'armor piercing, mais j'ai le deadly shot. Donc je me dis pourquoi pas. Ça peut être une bonne alternative aux cariatides quand on n'a pas les points et quand on joue une phalène. Moi, clairement, je les testerai avec la phalène. Je les ai pas encore testés non plus. La figue est très belle. Euh, mais ouais, j'ai pas encore testé, mais il faut que je la teste parce que je l'aime bien. Et moi, je le vois bien avec une liste Fallen en alternative des petits cariatides. Parce qu'au final, les cariatides avec une Fallen, bah, la mémoire, ça nous fait une activation, machin. Puis mouvement 8, au final, la portée, on a beaucoup de portée. On perd 2 pouces de portée quand il rentre. Mais ouais, non, moi je les aime bien. Je les verrais bien avec une phalène, voilà. Les cataphractoïs. Alors, cataphractoïs, donc la cavalerie du jeu, du jeu des Old Dominion. Ça coûte 200 points. Ça bouge de 7. Ça clash à 2. 5 attaques, 4 PV, défense 3. Et évasion 1 quand même, c'est pas mal. Animé de vaisselle, pareil, c'est du mort-vivant. Brutal impact 2. Impact 3 et bouclier. Donc du coup, on passe à défense 4 de base de face. La mémoire, on va avoir plus 1 à l'impact et choc, qui va nous donner, quand on charge, plus 1 au clash. On a l'étendard pour 10 points et on a l'étairos pour 20 points.
c'est une super unité d'impact. Et uniquement d'impact, pour moi. C'est-à-dire que les cataphractoïdes, déjà, il faut les sortir tiers 2, parce que tiers 1, ils sont pas folichons, ils ont pas choc, ils ont pas l'impact plus 1, et c'est pas fou. C'est pas fou. Vous allez prendre l'étendard tout le temps, pour 210 points, juste brutal impact 2, 3 impacts, ça, clash 2, c'est mou. C'est très mou. Et si vous n'arrivez pas à charger, bah, c'est mort. Donc il va falloir les avoir au tiers 2 très rapidement, pour avoir au moins ça, et aller impacter. Vous avez l'Etairos, qui est super important aussi. Donc l'Etairos, il va vous permettre, si vous impactez, que vous brisez l'unité que vous impactez, vous allez pouvoir refaire les touches d'impact. Et vous allez pouvoir faire une deuxième charge, si vous n'avez pas cramé vos 2 actions. Donc en gros, vous avez la possibilité de charger 2 fois. Donc si vous êtes à portée de charge d'une petite unité, en alignant les planètes, vous allez impacter, briser, réimpacter gratuitement et tuer. Donc vous avez utilisé qu'une seule activation, l'activation de charge, qu'une seule action de charge. Et après, il vous reste une action, là vous allez pouvoir recharger. Donc s'il y a quelque chose derrière, vous allez pouvoir recharger. Et là, rebelote. Vous impactez, si vous brisez, vous réimpactez, et puis après vous n'avez plus d'action, après vous restez planté. Mais c'est un gros potentiel qui est dur à jouer parce qu'il va falloir la jouer finement, et il va falloir pas se la faire enliser parce que si vous vous faites charger, c'est plus du tout la même. C'est plus du tout la même. Attention au Etairos, c'est vrai que c'est fun, ça paraît super fort, mais bien souvent, on a déjà utilisé les 2 actions, donc la deuxième charge, c'est anecdotique, et puis des fois on brise pas, donc du coup ça sert à rien, puis après on est enlisé, puis après on meurt, donc on a mis 20 points pour rien. Donc j'aurais tendance à le mettre sur les grosses, je suis pas convaincu, ou quoi, je sais pas. Ça peut être très fort, comme ça peut être 20 points mis dans le vent pour moi. Donc, ouais, mais très bonne unité. Moi, j'adore les jouer clairement. Je les joue plus en petite unité, ou alors un gros pack de 5 avec un perso dedans, et puis après une petite unité en soutien à côté. Et je mets les Tyros dans le gros pack, ou dans le petit pack, mais je mets pas 2 Tyros. Mais super unité, mais qui demande un peu de finesse dans le jeu. Parce que c'est pas une unité auto-win, comme on dit. Le profane, j'en parle clairement pas, parce que de toute façon, même s'il sort, je pense que tout ça va changer. Donc clairement, je n'en parlerai pas, mais on l'attend avec impatience, cela. Et du coup, les figurines de commandant, les officiers, donc on a vu le cercueil qui nous donne 2 points si on contrôle une zone, les Tyros qui nous donnent Overrun, que je viens de vous expliquer, l'Optio qui nous donne Vanguard 4, maintenant ça a changé, le Profane qui donne Aura de Mort 4, et c'est la fin de cette vidéo. J'espère vous avoir donné envie de jouer à cette faction, c'est une faction qui est vraiment cool à jouer, j'aime beaucoup. Après, je suis pas objectif, c'est ma faction de cœur de ce jeu, donc clairement pas objectif. Mais c'est cool, si vous aimez les Romains, morts-vivants, c'est fait pour vous. Écoutez, je vous dis au revoir à tous, bonne soirée ou bonne journée, selon l'heure que vous regardez. Ciao!